Novembre 1943. Un grenier exigu à Lyon, en France. L'odeur du bois humide se mêle à l'âcre effluve de la soudure et des tubes électroniques chauffés. Dehors, les pas des patrouilles allemandes résonnent sur les pavés encore mouillés par la pluie de l'après-midi. À l'intérieur, un homme nommé Henri Freinet presse une paire d'écouteurs usés contre ses oreilles, ses doigts dansant sur une clé de télégraphie de fortune. Le tapotement rythmé résonne comme des gouttes de pluie. Délibéré, codé, invisible. Dans l'obscurité, un unique tube rouge luit comme une braise mourante, la seule lumière dans une pièce, où parler plus fort qu'un murmure pourrait signifier la mort. Ce n'est pas une installation militaire. Ce n'est pas un poste de communication officiel des Alliés. C'est le cœur de la résistance française, et les Allemands qui la traquent n'ont aucune idée qu'ils écoutent une langue qu'ils ne comprendront jamais. L'histoire de la façon dont la résistance française communiquait sous le poids écrasant de l'occupation nazie n'est pas seulement un récit d'ingénierie astucieuse ou d'ingéniosité cryptographique. C'est une histoire de guerre asymétrique, menée non pas avec des chars ou des bombardiers, mais avec de la créativité, du courage et une compréhension intime de la psychologie humaine. Alors que la Wehrmacht allemande possédait certains des équipements de détection radio les plus sophistiqués au monde, des camions de radiogoniométrie, des postes d'écoute spécialisés, des unités de Funkabwehr entraînées, ils chassaient quelque chose qui fonctionnait selon des règles qu'ils n'avaient jamais imaginées. La résistance ne se contentait pas de cacher ses transmissions. Elle a transformé la nature même de la communication radio, faisant d'une technologie conçue pour la clarté et la puissance un art du murmure, de la tromperie et de la fragmentation. Pour comprendre comment la résistance a réalisé ce qui semblait impossible, il faut comprendre ce que les Allemands s'attendaient à trouver, et pourquoi ces attentes sont devenues leur aveuglement. La doctrine militaire allemande en 1943 était bâtie sur les principes de l'efficacité industrielle et du contrôle systématique. Lorsque le Funkabwehr, le service de contre-espionnage radio allemand, recherchait des transmissions ennemies, il cherchait des schémas qui correspondaient à ses propres procédures opérationnelles. Un opérateur radio militaire allemand transmettait depuis des emplacements fixes, utilisait un équipement standardisé, suivait des protocoles prescrits et envoyait des messages à des heures prévues avec des niveaux de puissance prévisibles. Ces transmissions étaient fortes, claires et régulières, parce que la doctrine allemande valorisait la fiabilité et la précision. La technologie de radiogoniométrie du Funkabwehr, appelée Peilgerät, pouvait trianguler une source radio avec une précision remarquable, mais seulement si cette source transmettait suffisamment longtemps pour que plusieurs stations puissent prendre des relèvements. La procédure allemande exigeait un temps de transmission minimum d'environ 2 minutes pour une triangulation efficace. Tout leur appareil de détection était conçu autour de cette hypothèse. Ils s'attendaient à ce que les opérateurs radio ennemis se comportent comme des soldats, suivant la discipline militaire et la nécessité opérationnelle. Ils s'attendaient à trouver ce que eux-mêmes auraient créé. Ce qu'ils ont rencontré, au lieu de cela, violait chaque principe de leur vision du monde systématique. Les opérateurs radio de la résistance, coordonnés de manière informelle à travers des réseaux comme Combat, Libération Sud et Franc-Tireur, transmettaient pendant une moyenne de 30 à 90 secondes. Pas 2 minutes, loin de là. Ils utilisaient une technique qui est devenue connue sous le nom d'opération piano. Des rafales de code morse rapides et saccadées, envoyées à des vitesses dépassant 30 mots par minute, souvent compressées grâce à des systèmes de messages précodés qui réduisaient des informations complexes à une poignée de groupes de lettres. Une transmission typique de la résistance pouvait durer 45 secondes, 15 secondes pour établir le contact, 20 secondes pour envoyer le message codé, 10 secondes pour confirmer la réception et se déconnecter. Au moment où un camion de radiogoniométrie allemand avait orienté son ensemble d'antennes et commencé à prendre des relèvements, la transmission était terminée. L'opérateur avait déjà démonté la radio, caché les composants et disparu. Les Allemands chassaient avec des outils conçus pour une guerre différente. Mais la vitesse seule n'expliquait pas le succès de la résistance.
Le vrai génie résidait dans la compréhension de la propagation radio comme un échiquier tridimensionnel où la position, le timing et la puissance créaient des variations infinies. L'équipement de détection allemand était optimisé pour les transmissions de puissance moyenne à élevée, le genre qu'une unité militaire utiliserait pour communiquer sur des centaines de kilomètres. Les opérateurs de la résistance utilisaient délibérément des émetteurs de faible puissance, souvent 5 watts ou moins, parfois même 2 watts. À ces niveaux de puissance, le signal atteignait à peine son destinataire, généralement un poste d'écoute du Special Operations Executive, SOE, britannique en Angleterre, ou plus tard, dans la guerre, des stations alliées à Alger libérées. Les Allemands, cherchant des signaux plus forts, manquaient souvent entièrement ces murmures. Quand ils les détectaient, la faible puissance rendait une radiogoniométrie précise, presque impossible. Une transmission de 2 watts pouvait produire un relèvement précis à seulement quelques kilomètres près dans un environnement urbain. Dans une ville comme Lyon, avec ses rues médiévales denses et ses immeubles de pierre de 3 étages, cette marge d'erreur englobait des milliers de lieux potentiels. La résistance exploitait la géographie urbaine avec la précision d'architecte. Il comprenait que les ondes radio ne se propagent pas en ligne droite à travers une ville. Elles se réfléchissent sur les murs de pierre, se diffractent autour des coins, se dispersent à travers les fenêtres et créent des signaux fantômes qui semblent provenir de plusieurs directions simultanément. Une transmission depuis un appartement du 4e étage dans le quartier de la Croix-Rousse pouvait rebondir sur la basilique Notre-Dame de Fourvière et apparaître aux radiogoniomètres allemands comme provenant de l'autre côté de la Saône. Les opérateurs choisissaient délibérément leurs emplacements. Des greniers avec des toits métalliques qui dispersaient les signaux. Des pièces entourées de bâtiments plus hauts qui créaient des zones d'ombre radio. Des appartements près de grandes structures métalliques comme des gares de triage ou des usines qui faussaient les relèvements. Ils transformaient la ville elle-même en un dispositif de brouillage. Les rapports du Funkabwehr allemand de fin 1943 expriment à plusieurs reprises leur frustration face aux schémas de propagation anormaux et aux relèvements peu fiables dans les zones urbaines. Ils essayaient d'appliquer des techniques de détection de terrain ouvert, rural, à un environnement qui fonctionnait comme un palais des glaces. Le timing ajoutait une autre couche d'invisibilité. Les Allemands surveillaient les fréquences radio par équipe, avec un effectif maximal pendant ce qu'ils considéraient comme des fenêtres de transmission probables, tôt le matin, tard le soir, les heures de communication militaire standard. Les opérateurs de la résistance transmettaient à des moments imprévisibles. Pendant les heures de déjeuner, quand les opérateurs allemands étaient moins alertes. Pendant les orages, lorsque le bruit atmosphérique dégradait l'équipement de détection. Même pendant le trafic radio allemand, lorsque leur propre transmission servait de couverture. Ils ont développé un sens intuitif du moment où le spectre électromagnétique était suffisamment encombré pour cacher un murmure. Certains opérateurs transmettaient pendant les 15 minutes précédant une émission prévue de la BBC, sachant que les postes d'écoute allemands seraient concentrés sur la surveillance de cette émission pour d'éventuels messages codés. D'autres envoyaient leurs messages pendant le chaos qui suivait immédiatement les raids de bombardement alliés, lorsque les réseaux de communication allemands étaient submergés par le trafic d'urgence. Ils trouvaient les failles dans l'attention allemande et y vivaient. Les radios elles-mêmes étaient des merveilles d'improvisation déguisées en simplicité. Alors que les radios militaires allemandes étaient des instruments de précision construits en usine selon des spécifications rigoureuses, les postes de la résistance étaient souvent assemblés à partir de composants civils récupérés. Des tubes radio tirés de récepteurs domestiques cassés, des transformateurs cannibalisés sur de vieux téléphones, des condensateurs bobinés à la main avec du fil volé. Le SOE britannique parachutait des radiovalises, la plus célèbre étant le type B Mark II, surnommée la B2, mais celle-ci était constamment en nombre insuffisant. De nombreux réseaux de la résistance construisaient leurs propres postes suivant des schémas de circuits transmis de Londres
ou dessinés de mémoire par des ingénieurs qui avaient travaillé dans l'industrie radio française avant l'occupation. Ces radios artisanales étaient rudimentaires, capricieuses et nécessitaient des ajustements constants. Elles dérivaient en fréquence, elles surchauffaient, elles tombaient en panne à des moments critiques. Mais elles avaient un avantage écrasant. Elles étaient bruyantes sur le plan électrique, produisant des formes d'ondes qui ne correspondaient pas aux signatures nettes des équipements militaires fabriqués en usine. Pour les analystes radio allemands formés à identifier les émetteurs par leurs caractéristiques de signal distinctives, une technique appelée reconnaissance de la main, le style de manipulation de l'opérateur, ces signaux bruts et instables étaient difficiles à classer et à suivre. L'imperfection était un camouflage. Le chiffrement ajoutait la dernière barrière. Même lorsque les Allemands enregistraient avec succès une transmission de la résistance, et ils en ont enregistré des milliers, casser le code restait un défi distinct, souvent insurmontable. La résistance utilisait plusieurs systèmes de chiffrement, mais le plus courant pour les messages tactiques courts était un système de code poème où la clé de chiffrement était dérivée d'un poème ou d'un passage littéraire mémorisé, connu uniquement de l'opérateur et de Londres. L'opérateur sélectionnait une ligne différente du poème pour chaque message, créant une clé qui changeait constamment et ne laissait aucune preuve physique, aucun carnet de codes à saisir, aucun disque de chiffrement à confisquer. Les cryptanalystes allemands de la Wehrmacht Chiffrierstelle et de la section cryptographique du Sicherheitsdienst pouvaient briser ces codes s'ils interceptaient suffisamment de trafic pour identifier des schémas. Mais la pratique de la résistance de transmission fréquente et courte signifiait qu'ils envoyaient rarement suffisamment de matériel d'un seul opérateur pour permettre une analyse statistique. Chaque message était un fragment, insuffisant pour le décryptage, mais suffisant pour son objectif. Des coordonnées pour une zone de largage, un avertissement sur les mouvements de troupes allemandes, une demande de ravitaillement. Au moment où les Allemands avaient collecté suffisamment d'interceptions pour tenter une cryptanalyse, les renseignements étaient obsolètes et l'opérateur avait probablement déménagé ou changé d'indicatif d'appel. La dimension humaine de cette guerre invisible était peut-être l'élément le plus remarquable. Faire fonctionner une radio clandestine en France occupée n'était pas un défi technique. C'était une épreuve psychologique qui exigeait de supprimer tout instinct humain de sécurité et de confort. Les opérateurs radio, appelés pianistes dans l'argot de la résistance, savaient que chaque transmission pouvait être la dernière. Les camionnettes de détection allemandes patrouillaient constamment, et le Funkabwehr avait développé des procédures qui, bien que déjouées par les techniques de la résistance, restaient d'une efficacité redoutable lorsque les conditions leur étaient favorables. Un opérateur qui transmettait ne serait-ce que 30 secondes de trop, ou qui réutilisait le même emplacement par commodité ou nécessité, ou qui transmettait à une heure prévisible, pouvait s'attendre à une visite de la Gestapo dans les heures qui suivaient. Le taux d'arrestation parmi les opérateurs radio de la résistance était catastrophique. Dans certains réseaux, l'espérance de vie après avoir commencé le travail radio se mesurait en semaines. Pourtant, ils continuaient, parce que les renseignements qu'ils transmettaient, localisation de fortifications allemandes, heure de départ des trains de troupes, détails des défenses côtières, sauvaient des vies et raccourcissaient la guerre d'une manière qui ne pouvait être mesurée, mais qui n'en était pas moins réelle. Considérons le cas d'Yvonne Cormeau, une agente du SOE britannique opérant dans le sud-ouest de la France, sous le nom de code Annette. Cormeau transmit plus de 400 messages entre août 1943 et août 1944, coordonnant les largages de ravitaillement et rapportant sur les mouvements militaires allemands dans la région de la Gascogne. Elle ne transmit jamais 2 fois de suite du même endroit. Elle variait ses heures de transmission de manière erratique, émettant parfois à 2 heures du matin, parfois à midi, parfois pas pendant des jours. Elle limitait ses messages à une moyenne de 42 secondes. Elle ne fut jamais prise. Après la guerre, des documents allemands capturés révélèrent que la Funkabwehr avait détecté de multiples transmissions dans sa zone d'opération,
et avaient consacré des ressources importantes à la recherche de la source. Ils ne réussirent jamais. La discipline de Cormeau, son refus absolu de dévier des procédures de sécurité, même sous une pression extrême, représentait la norme qui maintint des centaines d'opérateurs en vie et opérationnels. Mais tous n'eurent pas la même chance ou la même méticulosité. Les Allemands eurent des succès, et chaque capture révélait l'efficacité brutale avec laquelle ils exploitaient les failles de sécurité de la résistance. Lorsqu'un opérateur était arrêté, la Funkabwehr était confrontée à un choix tactique. Exécuter l'opérateur et fermer le réseau, ou tenter un Funkspiel, un jeu radio, où il forçait ou trompait l'opérateur capturé à poursuivre les transmissions sous contrôle allemand. Ces opérations étaient d'une efficacité dévastatrice lorsqu'elles réussissaient. Le cas le plus tristement célèbre impliqua la résistance néerlandaise, où la pénétration allemande des réseaux aux Pays-Bas conduisit à la capture de plus de 50 agents du SOE qui parachutèrent directement dans les mains allemandes, leurs arrivées ayant été trahies par des liaisons radio compromises. Les mêmes techniques furent tentées en France, mais avec moins de succès. La résistance développa des vérifications de sécurité, des erreurs délibérées ou des formulations spécifiques qui authentifiaient une transmission comme étant authentique. Un opérateur transmettant sous contrainte allemande omettrait la vérification de sécurité, alertant Londres que le réseau était compromis. Les Allemands apprirent à extraire ces vérifications par l'interrogatoire, mais la résistance évolua en réponse, développant des vérifications en double aveugle et des systèmes d'authentification si subtils que même l'opérateur ne pouvait les trahir consciemment. Cela devint un jeu d'escalade cognitive, chaque camp anticipant le coup suivant de l'autre. L'objet symbolique qui résume toute cette lutte clandestine n'est pas une radio, ni un carnet de code, ni même la lampe avide incandescente dans un grenier obscurci. C'est l'antenne, le mince fil de cuivre, souvent pas plus épais qu'un fil, tendu entre les bâtiments, ou drapé sur les toits, ou enroulé autour de cadres en bois cachés dans des bagages. L'antenne était à la fois le composant le plus essentiel et le plus vulnérable de toute station radio de la résistance. Sans elle, la radio ne pouvait pas émettre. Avec elle, l'opérateur était exposé, car tout observateur qui remarquerait un fil inhabituel pourrait le signaler aux autorités allemandes. Les opérateurs déguisaient les antennes en cordes à linge, en fils de support pour plantes, en éléments décoratifs sur les balcons. Ils les faisaient passer à l'intérieur des gouttières et le long du dessous des avant-toits. Ils construisaient des antennes intérieures élaborées qui sacrifiaient l'efficacité à la dissimulation, acceptant des signaux plus faibles comme prix de la survie. L'antenne était une ligne de vie littérale, une manifestation physique de la connexion de la résistance au monde extérieur et à l'espoir lui-même. Quand un opérateur grimpait sur un toit à minuit pour tendre un fil entre des cheminées, il ne se contentait pas d'installer du matériel de communication. Il affirmait que la France existait toujours en tant qu'idée, que l'occupation n'était pas une fatalité, et que le silence pouvait être brisé. L'échec allemand à supprimer les communications radio de la résistance représentait une méconnaissance fondamentale de la guerre au niveau opérationnel. La Wehrmacht excellait dans les opérations militaires conventionnelles, mouvements coordonnés de forces massives, planification systématique, précision logistique. Mais la résistance menait un autre type de guerre, où la faiblesse était une force et où la sophistication de l'ennemi devenait un handicap. La technologie de détection radio allemande était optimisée pour la chasse aux réseaux radio militaires parce que c'était ce que la doctrine allemande anticipait. La possibilité qu'un ennemi puisse délibérément dégrader ses propres capacités de communication, transmettre plus faiblement, plus rapidement, de manière plus erratique, afin de survivre et de persister, n'est jamais entrée dans les hypothèses de planification allemande. C'était conceptuellement étranger à une culture militaire qui valorisait le contrôle, la standardisation et la supériorité technologique. La résistance a compris que dans un conflit asymétrique, le but n'était pas de rivaliser avec les capacités de l'ennemi, mais d'opérer dans des dimensions où ses capacités étaient sans importance.
Un émetteur de 2 watts envoyant des messages de 40 secondes depuis des lieux en constante évolution n'était pas un réseau radio militaire dégradé. C'était une espèce de communication entièrement différente, évoluée pour survivre dans un environnement où la pratique conventionnelle signifiait la mort. Alors que 1943 laissait place à 1944, et que la perspective d'une invasion alliée passait d'un espoir lointain à une réalité imminente, les réseaux radio de la résistance ont étendu et affiné leurs techniques. Les renseignements qu'ils fournissaient devenaient de plus en plus précieux. Des détails sur les positions défensives allemandes le long du mur de l'Atlantique, des rapports sur le mouvement des divisions de Panzers en réponse aux opérations de diversion, des mises à jour en temps réel sur l'efficacité des campagnes de bombardement alliées. Tout cela circulait à travers le réseau invisible d'émetteurs de greniers et de diffusion de minuit. Après le jour J en juin 1944, les communications de la résistance sont passées du renseignement stratégique à la coordination tactique. Les opérateurs radio guidaient les parachutistes alliés vers les zones de largage, demandaient des frappes aériennes sur les colonnes allemandes, coordonnaient des opérations de sabotage qui paralysaient les réseaux ferroviaires et retardaient les renforts allemands. Le volume de trafic augmentait, et avec lui le risque. Les efforts de détection allemands s'intensifièrent à mesure que la situation militaire se détériorait, mais à ce moment-là, la résistance avait affiné ses méthodes au point que la suppression était impossible. Les Allemands tentaient de faire taire des milliers de voix, chacune ne parlant que quelques secondes à la fois, et chacune disparaissant avant de pouvoir être trouvée. La tâche dépassait toutes les ressources qu'ils pouvaient y consacrer. Le coût, cependant, se mesurait en vies humaines. Les historiens estiment qu'environ 200 opérateurs radio de la résistance française ont été capturés et exécutés entre 1941 et 1944. Beaucoup d'autres furent emprisonnés, déportés dans des camps de concentration ou simplement disparurent dans la machinerie de la répression nazie. Leurs noms sont conservés dans les monuments commémoratifs et les archives, mais leurs contributions ne furent souvent reconnues qu'après coup. Pendant la guerre, ils étaient anonymes, leur travail invisible non seulement pour les Allemands, mais souvent aussi pour leurs propres voisins et familles. Ils transmettaient en secret, étaient traqués en secret et mouraient souvent en secret. Pourtant, leurs émissions atteignaient Londres, et de Londres vinrent des fournitures, de la coordination, et la promesse que la libération n'était pas une fantaisie, mais un plan. Le fil reliant la France occupée à l'Angleterre libre était mince. Fil de cuivre, ondes radio, code Morse, mais il ne fut jamais rompu. La sophistication technique des opérations radio de la résistance ne doit pas occulter le fait qu'il s'agissait de gens ordinaires accomplissant des actes extraordinaires dans des conditions de terreur existentielle. Le pianiste n'était souvent pas un officier de renseignement professionnel ni un communicateur militaire entraîné, mais un instituteur, un ingénieur, une femme au foyer, une personne qui s'était portée volontaire parce que le travail devait être fait, et parce qu'elle ne pouvait vivre avec elle-même si elle n'essayait pas. Ils apprenaient le fonctionnement radio à partir de manuels écrits à la hâte, d'instructions chuchotées, d'essais et d'erreurs qui se terminaient parfois par une arrestation. Ils transmettaient avec des mains qui tremblaient de peur, de froid et d'épuisement. Ils chiffraient des messages dans des cuisines bondées pendant que des enfants jouaient dans la pièce d'à côté. Ils grimpaient sur des toits glacés dans l'obscurité hivernale pour ajuster les antennes, sachant qu'un seul faux pas pouvait signifier une chute mortelle ou un bruit qui attirait les patrouilles allemandes. Le glamour que les récits d'après-guerre ont parfois attaché au travail de la résistance occulte la terreur quotidienne et épuisante des opérations clandestines. Il n'y avait rien de romantique à se cacher dans un grenier avec un raid de la Gestapo en cours à 2 immeubles. De là, en espérant que les Allemands ne détecteraient pas la faible signature électromagnétique d'une radio qui chauffait. Il n'y avait que le travail et la certitude que s'ils échouaient, des gens mourraient, et s'ils réussissaient, des gens pourraient vivre. Les Allemands n'ont jamais compris, car comprendre aurait exigé d'eux qu'ils abandonnent des hypothèses fondamentales à l'ensemble de leur système militaire. Ils ne pouvaient concevoir un réseau de communication qui embrassait la fragilité comme stratégie.
qui substituait la flexibilité à la force, qui fonctionnait non pas malgré ses limitations, mais grâce à elles. Lorsque les officiers de renseignement allemands analysaient le matériel radio capturé de la résistance, ils exprimaient souvent leur mépris pour sa rudesse. Ces radios faites maison avec leurs bobines enroulées à la main et leurs composants récupérés semblaient primitives comparées à l'ingénierie de précision allemande. Les Allemands interprétaient cette rudesse comme une preuve d'infériorité, sans jamais y reconnaître une adaptation. Un mouvement de résistance ne pouvait pas exploiter des usines pour produire du matériel standardisé. Il ne pouvait pas établir de postes de communication fixes protégés par la sécurité militaire. Il devait travailler avec ce qu'il pouvait récupérer, construire et cacher. Les limitations forçaient l'innovation, et l'innovation produisait des techniques qui battaient les méthodes de détection conçues pour un autre type de guerre. Une photographie, conservée aux Archives nationales françaises, prise par des membres de la résistance à Lyon au début de l'année 1944. Elle montre un opérateur radio. Identité inconnue. Le visage détourné de l'appareil photo. Assis à une petite table en bois dans ce qui semble être une pièce de stockage ou un bureau inoccupé. La radio est une boîte métallique pas plus grande qu'une mallette. Son couvercle retiré pour révéler un enchevêtrement de tubes et de fils. Un fil d'antenne monte au plafond et disparaît par un trou percé dans le plâtre. Sur la table, à côté de la radio, se trouve une tasse de café de chicorée de substitution, refroidie depuis longtemps. La main de l'opérateur repose sur la clé télégraphique, et bien que la photographie ne capture qu'un instant d'immobilité, on peut imaginer le tapotement qui viendra une fois l'appareil photo rangé. Le pulse rythmique du code Morse, transportant des renseignements sur des centaines de kilomètres de territoire occupés vers des auditeurs qui ne rencontreront jamais l'émetteur, mais qui dépendent de son courage et de sa précision. La photographie ne fut jamais publiée pendant la guerre. Elle fut cachée, comme les radios elles-mêmes, parce que la révéler aurait été risquer des vies. Elle survit aujourd'hui comme preuve de ce qui a été fait en secret, préservé pour un avenir qui pourrait regarder en arrière et comprendre. La libération de la France en 1944 n'a pas mis fin aux opérations radio de la résistance. Elle leur a donné raison. Lorsque les forces alliées ont avancé à travers la France et ont capturé les archives militaires allemandes, l'ampleur des opérations de la von Cap-Vert est apparue clairement. Les Allemands avaient consacré d'énormes ressources à la détection radio. Des unités spécialisées, un équipement sophistiqué, des milliers de personnels. Les documents capturés montraient des journaux de radiogoniométrie avec des centaines d'interceptions, dont beaucoup étaient correctement identifiés comme des transmissions de la résistance, mais aucune n'avait pu être localisée. Les journaux enregistraient les mesures de relèvement, les horodatages, les données de fréquence, tout, sauf la seule information qui comptait, l'emplacement de l'émetteur. Le système allemand avait recueilli de vastes quantités de données qui n'ont mené à rien. La stratégie de rapidité, de mobilité et de faible puissance de la résistance n'avait pas seulement survécu aux efforts de détection allemands, elle avait rendu ces efforts futiles. Les archives ont également révélé une autre vérité. Les renseignements transmis par les réseaux radio de la résistance avaient atteint les commandants alliés et avaient influencé la planification de l'invasion. Les rapports de la résistance sur la disposition des troupes allemandes, sur l'état des infrastructures de transport, sur le moral des forces d'occupation. Cette information, transmise 40 secondes à la fois depuis des greniers, des caves et des pièces cachées à travers la France, avait façonné la libération qui a suivi. Il n'y a pas d'antenne unique érigée en monument à cet exploit. Les radios ont été démontées, les antennes retirées, les cachettes abandonnées. Les opérateurs sont retournés à la vie civile, ou ne sont pas revenus du tout. Mais l'accomplissement demeure. Une démonstration que la technologie n'est jamais seulement une question d'équipement supérieur ou de plus grandes ressources. La technologie est façonnée par le contexte de son utilisation et par l'ingéniosité de ceux qui la manient. La résistance française a communiqué dans des conditions qui auraient dû rendre toute communication impossible.
Et elle a réussi non pas parce qu'elle a surpassé les capacités de détection allemandes, mais parce qu'elle a compris la structure profonde de la propagation radio, de la psychologie humaine et de la guerre asymétrique mieux que ses adversaires. Ils ont transformé la radio d'un outil de commandement et de contrôle en un instrument de persistance et de défi. Chaque transmission de 40 secondes était une affirmation que la France perdurait, que la résistance était possible, que l'emprise de l'occupation sur la réalité elle-même était incomplète. En fin de compte, les Allemands n'ont jamais compris, parce qu'ils cherchaient la mauvaise chose. Ils s'attendaient à un ennemi qui reflétait leur propre méthode, centralisée, systématique, prévisible. Ils ont trouvé à la place quelque chose de fluide et d'adaptatif, quelque chose qui existait dans les marges de leur capacité de détection et les lacunes de leur attention. La résistance n'a pas vaincu la technologie allemande de radiogoniométrie par un équipement supérieur. Elle l'a vaincue par une compréhension plus claire des limites de cette technologie et une volonté d'opérer dans des contraintes que la doctrine militaire allemande aurait rejetées comme inacceptables. 40 secondes, c'était assez long pour transmettre des coordonnées. 2 watts, c'était assez de puissance pour atteindre l'Angleterre. Un fin fil de cuivre tendu entre des bâtiments suffisait comme antenne pour porter l'espoir à travers un continent occupé. Les mathématiques de la guerre ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Parfois, le signal le plus faible est celui qui survit, précisément parce qu'il est trop petit pour être traqué, trop rapide pour être intercepté, trop flexible pour être écrasé. Les nazis possédaient le meilleur équipement de détection radio d'Europe en 1943. La résistance française avait du fil de cuivre, des tubes à vide, et la certitude que le silence était la capitulation. Dans ce duel entre la sophistication et la nécessité a trouvé une voie que la sophistication n'a jamais pu faire taire, et les murmures dans l'obscurité ont porté la promesse de la libération jusqu'à ce qu'elle advienne.